Bonsoir, shalom à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yuda Manitour, on a le plaisir de se retrouver avec Rav Etan Fison. Et c'est une nouvelle série. Présente-nous la nouvelle série que tu proposes d'étudier ensemble pour Midreshet Yuda Manitour. Rav Etan. Eh bien, pas de problème, mais dans un premier temps, tu as le bonjour de ta sœur. Voilà, bah oui. Eh oui, car mon accoutrement vous laisse penser que je ne suis effectivement pas à la maison. J'ai troqué ma chemise blanche pour mon t-shirt bleu. Et voilà, nous sommes avec le bac bleu-blanc. Nous avons la chance et l'honneur d'accompagner plus de 350 jeunes juifs de France des terminales des écoles juives pour leur montrer la possibilité d'entrevoir leur vie en Eretz Israël l'année prochaine. Amen, ve amen. Alors, comme tu as dit, on va ouvrir une nouvelle série. En vrai de vrai, je suis sur une question que je me pose depuis quelques jours. On l'a dit la semaine dernière, effectivement, que on a terminé un cycle. On a parlé des grands rabbins qui ont accompagné le renouveau sioniste et on est arrivé la semaine dernière avec le Rav Ben Zion Meir Chayouziel, le premier grand rabbin de l'État d'Israël avec le Rav Herzog. Donc on a bouclé une boucle et on a dit qu'on allait lancer une nouvelle série sur le Perek Chelek de Masechet Sanhedrin. D'un autre côté, enfin pas d'un autre côté, elle va vraiment avoir lieu cette série, mais ma question est très simple. Dans la mesure où Pessah approche à grands pas, est-ce qu'on commence la série et on s'arrêtera, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après pour faire des cours sur Pessah, et après on reprend? Ou alors on enchaîne tout de suite sur des cours sur Pessah et on commencera la série qu'après Pessah? J'avoue que je n'ai pas eu de réponse à cela. Je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est vous, en fait, les patrons. C'est pas tellement moi. Qu'est-ce que vous en dites? Abraham, il est là, Odile, je veux dire. T'as un avis? C'est vous les chefs. On va, Odile, on on peut faire. t'écoute. Non, Hein? je ne vois pas Abraham non plus, mais je pense qu'effectivement, on pourrait commencer Pessah. Voilà. Allez. Si tu es d'accord. Préparation, Pessah. Moi, je suis à votre service. Allez. Mais ça Allez, fera. ça y est, c'est voté. On n'a pas beaucoup, on n'a pas encore ouvert Pessah. Je suis dans l'opposition. Ah, Oh là voilà. là. Moi, je suis Comment on pour va faire une coalition là? Il y a Perek Relek. l'opposition, il y a la coalition, c'est la Non, politique parce là. qu'il faut Pour la être Perek conscient que Relek. Perek Relek, une introduction, ça une serait bien. introduction aujourd'hui, et après on commencera sur Pessah. Mamash, c'est bien. Ça, Bon, ben, ok. Ethan, je pense il faut commencer sur Pessah. On n'a pas beaucoup de cours sur Pessah et on pense qu'au ménage et il nous faut des choses dans les ménages ici. Donc, Ah ouais, c'est comme ça? Plutôt que de faire le ménage, on se remplit les méninges. C'est voilà, ça t'as que tu tout dis. compris. C'est ça que tu dis. Bon, très bien, très bien. Alors, Si tu n'es pas pris de cours, si tu as quelque chose de préparé dans la tête, on va pas te. Bezrat Hachem, tout ira bien. Mais faut savoir qu'on aura 3 cours donc de Pessah. Eh ben, tu vas devoir bosser et ne pas répéter 3 fois les mêmes cours. Eh bien, très bien. Puisque c'est comme ça, puisque vous me lancez un défi, eh bien, je relève le défi. Les amis, la fête de Pessah, si on se lance dedans, alors lançons-nous dedans. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder la fête de Pessah par rapport à une réalité extrêmement particulière. Nous vivons notre soirée de Pessah dans un système qui ne nous correspond plus. Je m'explique. La soirée du Seder a été mise en place à une époque et répondant à des besoins qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Et je ne suis absolument pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire le Seder. Bien sûr qu'il faut faire le Seder. Mais ce n'est qu'en comprenant quels ont été les objectifs de l'El Seder qu'on va pouvoir l'améliorer. Alors, quel est l'objectif? D'abord, il faut bien se rappeler que, évidemment, la fête de Pessah, c'est dans la Torah, bien sûr, que le verset qui nous dit Veigadeta lebincha bayom hahu lemor, qu'il faut raconter à son fils, on ne l'a pas inventé, ça vient de la Torah, bien évidemment. Quand je dis que le Seder a été inventé à un moment bien particulier, je parle de la Haggadah, et pas seulement de la Haggadah, mais de tout le mivné, de tout le corpus de la soirée du Seder. Comprenez-moi bien, s'il y a bien une soirée qui n'aurait pas dû être organisée, c'est celle-là. Pourquoi?
Eh bien, parce que si la fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula, eh bien, la Géoula, c'est quelque chose qui est mashpritz minateva. Ça éclabousse de vie et de naturel. On n'a pas besoin de me dire comment vivre la Géoula lorsque je la vis. Mais lorsqu'on retourne en exil et qu'on veut m'expliquer comment me rappeler de la Géoula, alors on va m'organiser une soirée avec un ordre, ce qu'on appelle le Seder. Eh oui, le Seder a été mis en place, tel que nous le connaissons, à partir de la destruction du Second Temple. Le Rav David HaKohen, le Rav HaNazir, disait une phrase magnifique. Me'az shenigneza nishmat hayadut sudra mishnata. Je répète, Me'az shenigneza nishmat hayadut sudra mishnata. Lorsqu'a été mis à la Gniza, enterré, l'âme du judaïsme, a été mis en place sa Mishnah. En d'autres termes, lorsque nous ne vivons pas la chose, nous sommes obligés de la mettre par écrit. La soirée du Seder, telle que nous la connaissons, c'est donc un vestige de ce que l'on vivait à l'époque du Beth Amikdash. Ainsi donc, eh bien, toute la soirée du Seder va être tournée vers le Beth Amikdash. Et ça sera le cours de ce soir. Comment, dans notre soirée du Seder, tout tourne autour de la question du Beth Amikdash. Des fois parce qu'on fait et des fois parce qu'on ne fait pas. Et là, j'aimerais qu'on se rappelle d'une chose. Évidemment que tout ce qu'on fait dans la soirée du Seder, on le connaît. Mais on a tellement pris l'habitude de se concentrer sur ce qu'on fait qu'on a oublié de faire attention à ce que volontairement on ne fait pas. Parce que lorsque tu fais des choses et que tout d'un coup tu arrêtes de les faire, ça a un sens aussi. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, allons-y. Il y a une chanson que vous connaissez bien qui s'appelle le Echad Miyodea, qui vient conclure la soirée du Seder. Et le Echad Miyodea s'arrête à 13. Ça s'arrête à 13. Mais si on le continuait, qu'est-ce qu'on dirait pour 14? Ah bien, pour 14, je pense que moi, j'aurais dit Arba Asar Ilchota. Arba Asar, loi, halachot. C'est quoi les Arba Asar? C'est les 14 tomes de toute la halacha du judaïsme par le Rambam, le Yad HaChazaka. C'est ce que moi, je pense. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le Chamisha Asar. Quel est le Chamisha Asar? Midaya. C'est grave, n'importe quoi. C'est Chamisha Asar. Ma'alata. Et oui, parce que c'est quoi les 15? Ce sont les 15 Ma'alot. Les 15 Ma'alot du Shir à Ma'alot. Il y a dans le livre de Tehilim 15 Shiré à Ma'alot qui étaient dit sur les 15 marches du Beth Amikdash. Et donc ce 15, pourquoi est-ce que j'ouvre avec lui? Eh bien tout simplement parce que il y a combien de simanim dans le Seder? Eh bien, il y en a 15. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rarza, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tzafun, Barer, Alel, Nirza. Il y a 15 éléments le soir du Seder qui sont directement liés aux 15 Shiré à Ma'alot, c'est-à-dire à la chanson du Beth Amikdash. Les amis, le Beth Amikdash est non seulement le grand absent de la soirée, mais celui vers qui nous nous tournons à chaque instant. Alors, on comprend ça quand on lit les simanim, et puis on rentre dans le vif du sujet. On fait kidouche, et à ce moment-là, on va dire, enfin, on va se laver les mains. Rartza, Kadesh Urchatz, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, Urchatz. Et là, nous devons nous poser la question. Pourquoi faisons-nous Urchatz? Pourquoi nous lavons-nous les mains?
à ce moment-là. Et vous allez me répondre, bah, c'est très simple, on se lave les mains parce que nous allons tremper le karpas dans l'eau salée. Et moi, je pose la question, mais 2 secondes, et alors? Ah ben enfin, Rafizon, vous savez pas que c'est marqué dans le Shulchan Aruch que toute chose qui a été trempée, on doit faire le Netilat Yadayim avant de le manger. Kol davar shetibulo bemashke, chayav benetilat yadayim, c'est halacha. Et c'est donc pour ça qu'à chaque fois que vous lavez une pomme avant de la manger, vous faites netilat yadayim d'abord, n'est-ce pas? Bien sûr. À chaque fois que vous trempez votre gâteau ou votre croissant dans le café au lait, eh bien évidemment que vous faites netilat yadayim d'abord. Comment ça non? Je vois des têtes qui hochent. Mais enfin, Zekatouf Bashulchan Aruch, que si on trempe quelque chose dans l'un des liquides, comme l'eau, le vin, le lait, l'huile, eh ben on devra faire Netilat Yadayim d'abord. Pourquoi? Eh bien parce que selon la halakha, lorsque tu trempes un produit dans l'un de ces liquides, il devient possible pour lui, pour ce produit, de récupérer de l'impureté. Et donc, si toi, tes mains, elles sont impures et que tu touches cet aliment-là, il devient impur. Et alors? Ben, et alors, en fait, ça n'a aucune incidence ce que je viens de dire dans notre vie de tous les jours. C'est exactement ce que dit le Chaye Adam. Le Chaye Adam, il dit, oui, c'est vrai qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut, mais en fait, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Ben, parce que ça n'a pas d'importance. Parce que le seul moment où c'est important, c'est lorsque tu vas manger un aliment qui doit être mangé Betahara. Et c'est quoi l'aliment qui doit être mangé Betahara? C'est les sacrifices. Quand tu vas au Beth Amikdash, là, effectivement, il faut que tu manges Betahara. Et donc, lorsque tu as trempé quelque chose, tu te dois de te laver les mains. Mais vu qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on ne le fait pas en général. On a continué à le faire pour le pain. Parce que le pain, c'est la base de l'alimentation. Donc, on fait du kavod. Mais d'habitude, on ne le fait pas parce qu'on est tous tmeim, ça ne change rien, on ne va pas aller au Beth Amikdash. Le soir de Pessah, tout le peuple juif. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font cette halakha. Mais la grande majorité du peuple juif, même les religieux, ne le font pas. Eh bien, le soir de Pessah, tout le monde le fait. Pour dire quoi? Pour ouvrir la soirée en disant « Je suis prêt à remanger Bigdusha. Je suis prêt à aller manger au Beth Amikdash. » Tov, alors une fois que j'ai fait ça, je me suis lavé les mains, je peux enchaîner avec mon karpas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que le karpas? Et je prie les Ashkénazes d'entre nous de ne pas me répondre une patate. Parce que c'est vrai que les Ashkénazim, on prend des patates. Mais ça, c'est juste parce qu'il n'y avait pas de karpas en Pologne. C'est quoi le karpas normalement? Vous le savez, c'est du céleri. Évidemment, branche de céleri. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a appelé le céleri karpas? Eh bien, pour une raison très simple. Et la raison, c'est la réponse à l'autre question. Pourquoi on a décidé de prendre du céleri? Le but du karpas qu'on mange, c'est de manger un légume frais, cru, au début du repas pour s'ouvrir l'appétit. Et oui, pourquoi est-ce qu'on mange de la salade, des entrées? Les entrées, c'est quoi? Les salades. À quoi ça sert? De s'ouvrir l'appétit. Bon, les Marocains n'ont rien compris, ils font 29 salades. Ça referme l'appétit aussitôt. Mais normalement, c'est pour ouvrir l'appétit. Mais pourquoi on a choisi le karpas d'Afka? Eh bien, simplement parce que le mot karpas, ça nous fait penser, ça a la même racine que le mot passim, des rayures. Et vous avez déjà vu une branche de céleri? Il y a des rayures dedans. Donc, comme il y a des rayures, on l'a appelé le fruit, enfin le légume à rayures, le karpas. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a choisi alors? Mais dites-moi, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une histoire avec des rayures dans le judaïsme? Eh bien oui, c'était la tunique de Yosef. La tunique de Yosef qui a créé la discorde au sein du peuple juif et qui a amené à l'exil. En mangeant le karpas après s'être lavé les mains, on vient dire que non seulement on est prêt à aller au Beth Amikdash, mais je vous rappelle que la condition sine qua non pour arriver au Beth Amikdash, c'est l'unité du peuple juif. Donc on est prêt à corriger la problématique de Yosef et de ses frères de la tunique de Passine. Qu'est-ce que cet enseignement peut être actuel? Rabotai, on ne peut pas arriver au Beth Amikdash si on n'a pas tous les shvatim.
Rappelez-vous d'une chose fondamentale. Le Beth Amikdash, ou le Mishkan à son origine, est créé par deux architectes. Qui sont ces deux architectes? Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda, Ve'aolivav ben Achisamach le Mate Dan. Nous disent nos sages dans le Talmud, pourquoi il a fallu un architecte de Yehuda et un de Dan? Parce que En lecha me'ule shebashvatim, tu n'as pas de plus grande tribu que celle de Yehuda, et tu n'as pas de tribu plus problématique que celle de Dan. Celle de Dan. Pourquoi elle était problématique, la tribu de Dan? Elle fermait la marche dans le désert. Elle fermait la marche, et nous disent nos sages que la nuée protectrice, eh bien, avait tendance à les faire sortir du camp d'Israël. Genre, la nuée excluait un petit peu les Danois, ou les Daniens, je ne sais pas comment on dit. La tribu de Dan, quoi. Pourquoi? Parce qu'au sein de la tribu de Dan, il y avait une statue qui était moitié idole, moitié pas idole. Pesel Micha, la statue de Micha. En d'autres termes, la tribu de Dan avait un problème dans sa relation à la Torah. Et c'est pour ça que le Hanan les mettait dehors. Et parce qu'ils étaient dehors, eh bien, Amalek est venu les frapper. Alors, puisque Amalek est venu les frapper, eux, qui n'étaient pas les plus grands religieux, peut-être que ça veut dire qu'il faut laisser les gens de Dan se défendre tout seuls. Non. Moshe dira à Yoshua, sors nous choisir des hommes dans tout le peuple juif pour aller se battre contre Amalek. Lorsqu'une partie du peuple juif est attaquée, même si elle ne me ressemble pas, c'est tout le peuple juif qui sort pour aller la défendre. Les amis, on ne parle que de choses qui sont d'aujourd'hui. Donc le Karpas, c'est l'unité du peuple juif. Condition sine qua non pour la construction du Beth Amikdash. Les amis, je viens de recevoir aujourd'hui 41 jeunes filles qui viennent de France et qui ont demandé la première chose, comment ça va en Israël? Je leur ai dit, répondez-moi à la question vous. Comment vous trouvez que ça va en Israël? Et elles ont répondu, c'est fantastique ici. On est tellement heureuses d'être ici. Et certaines d'entre elles ont commencé à pleurer. Après 6 mois où elles savent que la guerre éclate en Israël, que la guerre fait rage, qu'on a entendu beaucoup trop de noms de personnes qui sont tombées, elles arrivent en Israël et la première chose qu'elles ont dit, c'était merci. Merci de nous avoir permis de venir en Israël. Les amis, pendant 2000 ans, on nous a raconté que le Karpas, on le trempait dans l'eau salée pour nous rappeler les larmes de nos ancêtres en Égypte. Bien sûr. Et cette année, on va se rappeler des larmes qu'ont versées tant de Juifs durant cette année. Mais d'un autre côté, et c'est ça qu'il ne faudra pas oublier non plus, combien de larmes de joie ont été versées depuis maintenant 75 ans que le peuple juif est revenu en terre d'Israël? Combien de larmes de joie devons-nous pleurer chaque jour pour remercier Akadosh Baruch Hu d'être là où nous sommes? De permettre au peuple juif d'avoir cet état d'Israël. Lorsque nous nous lavons les mains pour dire à Dieu qu'on est prêt à une réalité avec le Beth Amikdash, lorsque nous mangeons le karpas pour montrer que nous sommes prêts à travailler sur l'unité du peuple juif, et lorsque nous trempons tout cela dans les larmes, nous venons expliquer à Dieu que nous sommes tout à fait conscients du poids de notre histoire, mais tellement reconnaissants de notre présent. C'est important de ne jamais l'oublier. Je ne sais pas avec qui vous serez le soir du Seder cette année. Mais je vous en prie, racontez-leur vos histoires. Comment vous êtes arrivé en Israël? Comment vous avez vu des miracles à chaque moment? Quelles ont été vos difficultés? Comment vous avez réussi à les surmonter? Pour que vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux qui seront autour de la table du Seder, comprennent que nous vivons, nous aussi, une Géoula extraordinaire. Alors, on a parlé de Kadesh, Urchatz, Karpas, et là, on arrive à Yachatz. Yachatz, Rabotai, c'est quoi? Yachatz, c'est le moment où on va couper la matzah.
Et alors là, laissez libre cours à votre imagination, hein. Certains vont vouloir aller selon les Mekoubalim, et il faut essayer de faire la lettre Hey. Toutes les personnes qui ont des matzot en carton, ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave. On coupe la matzah, mais quelle matzah? Celle du milieu. Mais pourquoi? Pourquoi on coupe la matzah du milieu, Rabotai? Makara. Je vais vous dire. Les matzot, il y en a 3. Il y a beaucoup de significations, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais l'explication qui est la plus répandue dans le peuple juif, c'est Cohen, Lévi et Israël. En gros, elle représente tout le peuple juif. Et on prend la matzah du milieu. La matzah du milieu, elle représente donc la tribu de Lévi. On coupe en deux, mais pas vraiment en deux. Enfin en deux, mais pas égal. Un petit morceau et un grand morceau. Le petit morceau, on le laisse sur le plateau du Seder. Le grand morceau s'en va. Mais attention, il ne s'en va pas complètement, il ne disparaît pas. Il reviendra à la fin du Seder. C'est quoi ça? Bien sûr que toutes les actions qu'on fait dans le soir du Seder, c'est de la symbolique. Ce sont des simanim. Alors ça sert à quoi ça? Pourquoi on fait ça? Rabotai, on vient de dire qu'on était tourné vers le Beth Amikdash, donc vers l'unité du peuple juif, donc vers les larmes de la reconnaissance. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il manque quelqu'un en ce soir du Seder. La personne la plus importante de la fête de Pessah, pourtant qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Haggadah, et encore, c'est une fois très en secret. Moshe? Où est Moshe? On a fait un cours sur Purim, on a expliqué dans un autre contexte l'importance de Moshe. Où est Moshe? Moi, dans le film des 10 commandements de Cécile B2000, ben, l'acteur principal, c'était Moshe. Les amis, Moshe est le plus grand Lévi qui ait jamais vécu. Quand on prend la matzah de la tribu de Lévi, qu'on la coupe et qu'on fait un gros morceau et un petit morceau, le gros morceau n'est autre que Moshe Rabbeinu, le grand Lévi. Et comme il n'est pas rentré avec nous en Eretz Israël, on le met dehors. Mais pas pour toujours. À la fin de l'histoire, yesh Triyat HaMetim. Yesh Geoula finale, yesh Triyat HaMetim dans cette Geoula finale. Donc on va ramener Moshe à la fin de l'histoire pour qu'il puisse enfin arriver avec nous. Vous comprenez que juste avant de raconter l'histoire de nos ancêtres en Égypte, toute la préparation de Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, c'est pour dire nous sommes les yeux rivés vers l'avenir. Maintenant que nous avons eu les yeux rivés vers l'avenir, alors on peut parler du passé. Et c'est ce qui nous fait rentrer dans le Maguide. Mais Rabotai, au tout début du Maguide, avant même d'avoir commencé véritablement la Haggadah, on ouvre sur une phrase qui est mensongère. Je suis désolé de vous le dire, mais qui est mensongère. C'est quoi cette phrase qui est mensongère? Eh bien, on va dire voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Bon, ça va. Seulement la suite pose problème. La suite nous dit Kol dirfin ite veyochal. Tout celui qui a besoin, qui vienne et mange. Bon, c'est sympathique d'inviter les gens. Mais alors pourquoi tu dis cette phrase quand tu es rentré à la maison et que tu as déjà fermé la porte? Si tu avais voulu être sympa et inviter des gens, tu l'aurais dit à la synagogue. Mais la suite est révoltante. Là-bas, on nous dit Kol ditzrich yete veifsach. Tout celui qui a besoin, qui vienne et mange le korban Pessah. Mais les amis, c'est pas possible. D'après la halakha, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit? Eh bien, simplement parce que le korban Pessah, lorsqu'on fait le korban, au moment où on fait la shrita du korban, c'est-à-dire 6 heures avant le début de la fête, il faut avoir une liste de toutes les personnes qui doivent manger le korban avec nous. Et toutes les personnes qui ne sont pas sur la liste ne peuvent pas manger de ce korban. C'est assourd.
Donc, comment est-ce que je peux dire le soir de Pessah, au moment où tout le monde est autour de la table, tout celui qui a besoin, qui vient de manger le Corban Pessah? Eh bien, je me permets de dire ça parce que depuis 2000 ans, je n'ai pas mangé le Corban Pessah. Tout simplement. Et cette phrase doit crier le fait que, oh, il manque un truc. Et effectivement, il manque un truc. Et puis ça continue. On rentre dans la Haggadah, dans le Maguide, et tout d'un coup, on se rend compte que arrive le Manishtana. Et le problème du Manishtana, c'est quoi? Ben, c'est qu'il manque une phrase. Je vous ai dit, c'est très important qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pas moins important ce qu'il y a, ce qu'il aurait dû avoir et qu'il n'y a pas, qu'on a volontairement annulé. Oui, car les phrases du Manishtana, les questions du Manishtana, ne sont pas les questions inventées par les enfants de toutes les maisons juives. Ce sont les questions qu'on retrouve dans la Mishnah. Sauf que dans la Mishnah, il y a une question en plus qui n'apparaît pas dans la Haggadah. C'est quoi cette question en plus? Manishtana alayla hazeh, shebechol halelot anu ochlim tzli esh saluk umevushal b'mayim ve'alayla hazeh rak tzli esh. Nous dit la Mishnah, quelle est la différence entre cette nuit et toutes les autres nuits? Dans toutes les autres nuits, nous mangeons soit grillé, soit cuit. Mais cette nuit, on ne mangera que grillé. De quoi parle-t-on? Ben, du Corban Pessah, évidemment, qui ne pouvait être mangé que grillé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas cette phrase-là qui est marquée dans la Mishnah avec les autres? Mais tout simplement parce que ça fait trop mal au cœur, pendant 2000 ans, de dire ça alors qu'on ne mange pas le Corban Pessah. Encore une fois, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on a enlevé, ce qu'on a censuré, mais qu'on connaît, qui nous fait tellement mal au cœur. C'est, je ne sais pas si dans vos synagogues il y a ça, mais la chaise vide qu'on met depuis le 7 octobre, cette symbolique est très forte. Il y avait quelque chose, il y aurait dû avoir quelque chose, et il n'y a pas. Ce manque-là, il est énorme. Il est aussi important que ce qu'il y a. Comment s'appelle le peuple juif dans sa relation avec Jérusalem lorsque on n'est pas à Jérusalem? Nous sommes comparés à une Isha Nida. C'est ce que nous dira le prophète Jérémie dans les Lamentations de Jérémie. Keisha betumat nidata, benidat devota, titma. Les amis, il n'y a rien de plus vivant, de plus palpable pour un homme que lorsqu'il est dans les bras de sa femme. Mais lorsqu'il n'est pas dans les bras de sa femme parce qu'elle est nida, le manque est tout aussi grand que la force et la vie sont grandes lorsqu'ils sont ensemble. En d'autres termes, le fait qu'il nous manque une phrase dans ce Manishtana et qu'on sache quelle est cette phrase qui manque, car maintenant vous le savez, eh bien ça montre à quel point on est toujours tourné vers cela. Toujours tourné vers cela. Alors je ne vais pas m'arrêter maintenant sur tout le Maguide. J'arrive à la fin du Maguide pour être sûr que ce que je viens de vous dire ne sont pas des bêtises. Quoi? Tout le Maguide serait tourné vers la possibilité de manger le Korban Pessah? Tshuva, Ken. Echani Odea. Baruch ata Hashem. Elokeinu melech haolam. Asher ga'alanu ve'ga'al et avotenu. C'est la bracha qu'on dit à la fin du Maguide. Pour clore le Maguide, juste avant le deuxième verre qu'on va boire. Asher ga'alanu ve'ga'al et avotenu. יביאנו בשמחה ובששון לקיר מזבחך לרצון, ונודה לך שם שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר דמם על קיר מזבחך לרצון.
Baruch ata Hashem, Gaal Israël. Toute la bracha qui vient conclure le Maguid, là je l'ai dit dans le mauvais sens, c'était pour appuyer sur les versets qui m'intéressaient, c'est-à-dire Venochal Sham mina zevachim ou mina psachim. Et on mangera le Korban Pessah. C'est la conclusion, la phrase de conclusion qu'on a à la fin de tout le Maguid. On a raconté la sortie d'Égypte. On vient te dire, ouais, mais viendra un jour, on pourra remanger le Korban Pessah. Qui écrit ces phrases-là? Qui écrit la Haggadah? Eh bien, les Chachamim qui sont post-destruction du deuxième temple. Et donc, ils te disent, toute notre volonté de te raconter la sortie d'Égypte, c'est pour pas seulement sortir d'Égypte. Eux, ils sont sortis d'Égypte. Au final, ils ont construit le Beth Amikdash, le Mishkan, et puis après, ils sont arrivés à Jérusalem. Nous aussi, on va reconstruire le Beth Amikdash à Jérusalem. Et puis, une fois qu'on a terminé le Maguid, alors on peut passer à Rartsa. Cette fois, on se lave les mains. Cette fois, on va se relaver les mains. On va se relaver les mains. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va se relaver les mains? On s'est lavé les mains tout à l'heure. Il n'y a pas de raison qu'on se relave les mains. On est tahor, c'est bon. On vient de se laver les mains. Pourquoi tu veux te relaver les mains? Laver les mains. Mais parce que maintenant, tu t'es occupé de ton korban. Maintenant, tu as été faire la shrita de ton korban pour ceux qui ont oublié. Donc, tu dois te relaver les mains pour pouvoir le manger. Parce qu'évidemment, maintenant, qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger le korban Pessah. Parce que dans la Torah, il y a marqué qu'il faut manger le korban Pessah al matzot ou merorim yochelu. C'est pas que de la matzah qu'on doit manger le soir de Pessah. C'est un sandwich. C'est un shawarma, les amis. Une fois qu'on s'est lavé les mains, on arrive à motzi matzah. Hamotzi lechem min haaretz. Vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, la raison de pourquoi on fait une bracha comme ça. Pourquoi on ne dit pas boré peri adama? Le blé, c'est boré peri adama. Le pain, c'est que du blé qui a été travaillé. Alors pourquoi je ne dis pas boré peri adama? Pourquoi est-ce que quand je fais boré peri geffen, je ne dis pas boré peri haetz? C'est de la vigne qui a été travaillée. Lorsque je dis Amotzi lechem min haaretz, mais qui a sorti le pain de la terre? C'est Dieu ou c'est moi? Dans les faits, c'est moi. Dieu m'a donné du blé. Mais à partir du moment où il m'a donné du blé, moi, j'ai été récupérer le blé, j'ai été séparer les épis des graines, j'ai été moudre les graines, j'en ai fait de la farine, j'ai ensuite pétri ma pâte, ensuite je les mets au four, et ensuite j'ai reçu du pain. Qui c'est qui a bossé? C'est moi. Nachon, c'est toi. Mais moi, je dis que c'est lui. C'est-à-dire que Amotzi lechem min haaretz, c'est la bracha qui vient montrer la shutafout, le partenariat entre Dieu et l'homme. Il en va de même pour la Géoula. Qui amène la Géoula? C'est Dieu ou c'est nous? Qui est en train de conquérir la terre d'Israël? C'est Dieu avec des miracles ou c'est nos soldats extraordinaires sur le terrain? Réponse, c'est nos soldats extraordinaires sur le terrain. Donc, c'est Dieu. Car Akadosh Baruch Hu envoie le peuple juif pour être un partenaire de la création. En d'autres termes, quand je dis la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, je suis tout à fait conscient que c'est moi qui ai fait la matzah, mais que c'est lui qui m'a donné la force de faire la matzah. Zemotzi, mais pas que de Pessah. C'est ça que vous devez penser à chaque fois que vous avez un motzi à faire. Maintenant que je dis ça, je dis matzah. Motzi, matzah. Lama matzah. Pourquoi on mange la matzah à Pessah? Alors je sais que vous savez que la matzah, par rapport au lechem, ça gonfle le pain. La matzah, c'est l'origine, c'est l'essence.
Et je sais que vous savez aussi que la matzah, c'est ce qu'on mangeait en Égypte. Besséider. Dit la Gemara, hein, la matzah est appelée dans la Torah lechem roni. Mazel lechem roni. On a l'habitude de traduire le pain de misère. Aval, c'est vrai, c'est une possibilité de traduction. Mais nous disent dans le Talmud, non, 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 non. Oni, pas dans le sens pauvre. Oni milachon la anot. Qui onim alav dvarim arbe. Parce qu'on raconte sur cette matzah plein de choses. La matzah nous invite à raconter des choses. La matzah est là pour qu'on raconte des histoires. וצריך לענות דברים הרבה. מה זה דברים הרבה? זה כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מה זה הרבה? Bien sûr que tu vas raconter la sortie d'Égypte. Ça y est, tu l'as raconté pendant tout le Maguide. Donc pourquoi maintenant tu me dis qu'il faut manger de la matzah? Parce que ça veut dire que ce que tu vas dire sur la matzah après le Maguide, c'est-à-dire à partir de Motzi Matzah pour le repas, c'est pas vers la sortie d'Égypte. Alors c'est quoi? Bah, c'est ta sortie d'exil à toi. Zéa Arbe. Tout ce que tu as à dire sur la sortie d'Égypte, tu l'as dit dans le Maguide. Maintenant, tu commences à raconter ton histoire. Ta sortie d'Égypte à toi. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Zéa Matzah chez la Motzi Matzah. Et là, tu manges le maror. Aïe, 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 le maror. Bon, là aussi, hein, je te rassure, ce n'est pas du réfort. Hein, c'est pas parce que en Pologne, il n'y avait pas forcément de salade que ça reste du réfort. C'est pas le réfort. Non, le maror, c'est de la salade. La romaine. Mais attendez 2 secondes. Pourquoi je mange le maror? Les herbes amères. Évidemment, on se rappelle de la servitude de nos ancêtres, l'amertume de nos ancêtres en Égypte. Bien sûr. Bien sûr. Mais pas que. Nous dit le Rav Kook, dans le livre La Treia, dans son commentaire de la Haggadah, Hammaror, ze keneged hageula. Pas keneged hagalut ve'amerirut ve'avdut. C'est en directe relation avec la Géoula. Le maror, hein? Pourquoi? Il y a une amertume terrible dans la Géoula. Vous savez quelle est l'amertume de la Géoula? L'amertume de l'exil, c'est facile, c'est le coup de fouet. Ah, le coup de fouet, c'est l'amertume de l'exil, bien sûr. L'amertume de la Géoula, c'est que tu n'as plus d'excuses. Tu peux pas dire j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas de ma faute, j'étais en exil, c'est les goïms qui m'ont imposé. Bah, Géoula, tu es responsable de tes actes, mon ami. En tant qu'individuel, en tant que peuple juif. C'est dur de se prendre en main. C'est dur d'accepter d'être véritablement libre. Parce que être libre veut dire être responsable. Une fois que j'ai lu tout le Maguide, que j'ai fait Motzi pour dire que je suis un partenaire d'Akadosh Baruch Hu, j'ai fait Matzah pour raconter mon histoire, eh bien maintenant c'est à moi de jouer dans mon histoire. Je ne peux pas simplement être un spectateur de ma vie. Manger le maror, c'est accepter de devenir un acteur de sa vie. Maror nous amène à Korer. Papa. מה זה קורה, רבותיי? זכר למקדש כהלל. Vous vous rappelez qu'on est toujours dans notre fil conducteur, Beth Amikdash? Zecher le mikdash kehilel. Hillel faisait le sandwich. C'est quoi le sandwich? Certainement pas le sandwich que nous on fait. Certainement pas le sandwich que nous on fait. Mais non, bien sûr que non. Puisque le sandwich que nous on fait, il ressemble à rien. C'est un morceau de cracker avec de la salade, du rarocette, un autre cracker au-dessus, et la première bouchée, tu as tout le reste qui s'est gratigné dans tes mains. Il est où le sandwich? Et il est où le plat de résistance dans le sandwich?
Je me fais rarement un sandwich avec du pain, de la salade, et c'est tout. Elle est où ma viande? Mais oui, parce que normalement dans le sandwich, il y a quoi? Il y a le maror, il y a le charoset, il y a la matzah, mais il y a surtout le korban Pessah. Eh oui, quand je fais mon korech à moi sans la viande, alors j'ai pas le choix. Peut-être que cette année, Bezrat Hashem, on fera le korban Pessah, mais là pour l'instant, on l'a pas fait jusque-là. Donc je suis tellement conscient d'un truc qui me manque, tellement. Mais on a rajouté un truc qui n'était pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué que tu manges le korban Pessah, comme on a dit, al matzot ou merorim yochlu. Nous, on a rajouté une sauce. Il n'y a pas marqué la sauce. Mais nous, on a rajouté la sauce qui est le charoset. Et je vous pose la question, mesdames et messieurs, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de Yéménites à la Medreshet Manitou. Parce que les Yéménites, ils font pas le charoset comme vous. Les Yéménites, ils font un charoset qui est liquide et charif. Bon, le harif, on le met de côté, c'est parce que toute la nourriture des Yéménites, elle est harif. Bon, ça, on met de côté. Mais ils font un haroset liquide. Tu me diras, pour une sauce, je peux comprendre. Mais nous, notre haroset, il est quoi? Il est pâteux. Même s'il est, il est pas, c'est pas solide non plus, mais c'est un peu plus de la pâte. C'est un peu plus un truc qu'on va étaler. Non? Il n'y a que moi que c'est comme ça ou j'ai l'impression que c'est chez tout le monde. Et puis il y a un autre truc qui me dérange, c'est que le haroset, il est bon. Mais oui, mais moi, on m'a toujours dit que c'était en souvenir du mortier. Ce qui d'ailleurs est logique au niveau de la pâte. Si c'est de la pâte, alors c'est le mortier, je peux comprendre. Mais alors si c'est en souvenir du mortier, Rebotaille, pourquoi c'est bon? C'est pas bien le mortier. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur le Beth Amikdash? Que la condition sine qua non pour le Beth Amikdash, c'est l'unité du peuple juif. Là, on va manger le sandwich du Beth Amikdash. La Gemara nous dit dans le traité de Psachim, un des avis de la Gemara qui nous parle du Charoset, c'est de nous dire qu'il est en Zecher Latit, effectivement, en souvenir du mortier. C'est un des avis. Mais si c'est cet avis-là qui avait été retenu, on ne l'aurait pas fait bon. C'est l'autre avis qui a été retenu. Zecher Latapouach. Et c'est pour ça que dans la majorité des communautés, on met de la pomme dans le charoset. Rabotai, Zecher Latapouach, quel rapport? Nous disent nos sages, parce que lorsque les femmes d'Israël amenaient leur repas à leur mari pendant la servitude, eh bien, elles leur amenaient le repas dans les champs de pommiers qu'il y avait en Égypte. Et la bonne odeur des champs de pommiers et la beauté de leurs femmes, eh bien, les mettaient en ambiance, et c'est là-bas qu'ils s'adonnaient à la reproduction du peuple juif. En d'autres termes, oui, messieurs, dames, le charoset, c'est en souvenir de la naissance de tous les bébés juifs du monde. Et de là, le minag de toutes les grand-mères, de prendre les joues des bébés, pomme là. Nachon. Voilà, vous connaissez le minag des grand-mères. Elles ne savent pas qu'en fait, c'est que neged atapouach shel Mitzrayim. Les amis, ce champ de pommiers qui représente le peuple juif, il est directement en lien avec le champ de pommiers du Gan Eden. Zdin tapuchin kedishin. Bon, bah alors j'ai mangé mon sandwich du peuple juif, tout va bien. Maintenant, je peux aller manger autre chose. Et on arrive à Shulchan Aruch. Attention. Attention. Le Shulchan Aruch de l'El Seder est unique en son genre. Unique en son genre. Est-ce que vous avez déjà vu des religieux dans une synagogue qui sont en train de prier? J'imagine que oui.
Est-ce que vous avez vu la réaction d'un religieux dans une synagogue quand on est au milieu d'une prière et qu'à côté de lui, il y a des gens qui ne sont pas forcément aussi religieux et qui discutent en plein milieu de la prière? Et je n'ai pas dit des femmes. Ça peut être autant des hommes que des femmes. Et les femmes n'ont pas la primauté pour discuter dans la synagogue. Je le vis dans ma synagogue. Il y a une compétition entre les hommes et les femmes de savoir qui parle le plus. Et ce n'est pas évident de déterminer le vainqueur. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il va faire le religieux? Il va dire chut, non. Mais oui, parce que d'après la halakha, c'est efsek. Quand tu es dans une bracha, tu ne peux pas t'occuper d'autre chose. Nachon. Juste avant de faire Shulchan Aruch et juste après Shulchan Aruch, on va faire le Hallel. Le Hallel, qui dans les Simanim est beaucoup plus tard. Puisque après Shulchan Aruch, il y a Tzafun, Barer, et seulement après Hallel. Mais en vrai de vrai, le Hallel a commencé avant Shulchan Aruch. Il a commencé à la fin du Maggid. Les 2 premiers paragraphes du Hallel, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem et Betzet Israël mi Mitzrayim, on l'a lu dans le Maggid. Et on continue le Hallel après le repas, après la Fikoman et après le Birkat Hamazon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les amis, le repas de Pessah, c'est le Hallel. Il n'y a pas de Hefsek. Le repas de Pessah, c'est Hallel. Mais pourquoi? Parce que c'est quoi le Hallel? Le Hallel, c'est la tfila qu'on vient proclamer la Géoula. C'est pour ça qu'on n'a pas dit le Hallel à Purim, parce qu'à Purim, il n'y a pas de Géoula. Donc, quand il n'y a pas de Géoula, pas de Hallel. Le Hallel est la tfila qui vient proclamer la Géoula. Le repas de Pessah, c'est le moment où on n'est pas en train de raconter qu'on est des hommes libres. C'est le moment où on est des hommes libres. C'est ça le repas de Pessah. Et c'est pour ça que c'est le moment peut-être le plus important de la soirée. Et donc, si vous pouvez, là où vous êtes, ne pas vous adonner, vous ou vos convives, à tout le lashon hara possible et imaginable sur les Haredim qui ne vont pas à l'armée, les anti-religieux, les manifestants à Tel Aviv, les comme ci, les comme ça, ne passez pas tout le repas de Pessah à dire tout ce qui ne va pas dans l'État d'Israël. Passez tout le repas de Pessah à dire tous les endroits magnifiques et toutes les entraides qu'on a vues dans le peuple juif et toutes les actions de solidarité. Remémorez-vous toutes les cueillettes que vous avez faites depuis 6 mois. Remémorez-vous tous les sandwichs que vous avez faits pour les Chayalim. Racontez dans la table où vous êtes des histoires de sandwichs. Racontez ça. C'est ça le repas de Pessah. Et une fois que tu as terminé le repas de Pessah, le Shulchan Aruch, tu arrives à Tsafoun. On a dit Tsafoun, tu fais revenir Moshe Rabbeinu. Zé Triat Hametim. Zéou. Et c'est totalement lié avec le Birkat Hamazon. Et oui, le Birkat Hamazon, c'est la seule bracha qui est officiellement de la Torah. C'est la bracha que Moshe Rabbeinu nous a dit de dire. Ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Tu fais revenir Moshe Rabbeinu et tu lui dis, ok, donc maintenant la bracha que toi tu as mis en place, yallah, on y va. Ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Birkat Hamazon. Sauf que qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon? Vous savez que le Birkat Hamazon, on parle d'abord du fait que Dieu, il donne à manger à tout le monde. Et ensuite, on parle de quoi? Ensuite, on parle de la terre d'Israël. Et ensuite, on parle de Jérusalem. Et ensuite, on parle du Beth Amikdash. Uvnei Yerushalayim ira kodesh bimera beyamenu. Donc, tu as dit le Birkat Hamazon totalement tourné vers le Beth Amikdash. Et une fois que tu as fini le Birkat Hamazon, tu reprends le Hallel, là où tu l'avais laissé. Et tu termines par Ki leolam chasdo. Et ces Ki leolam chasdo vont en fait t'amener dans toutes les générations, depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu,
pour arriver à Odou Le'el Hashamaim, Ki Leolam Chasdo. 26 générations, Keneged Yudke Vavke, qui nous permettent d'arriver à celui qui a construit le Beth Amikdash. Une fois qu'on a terminé ça, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Il nous reste à dire une seule chose. Nirtza. Mazen Nirtza. Toutes les chansons qu'on raconte à Nirtza, eh bien, n'ont qu'un seul but. Le Shana Abba Birushalayim Abnouya. Toutes les chansons, en passant de Echad Miodea par Chad Gadia, par Kilo Nae, Kilo Yae, Adiru, Yivne Beito Bekarov, Bimera Beamenu. Toutes les chansons tournent autour du Beth Amikdash. Et tu termines le soir du Seder par les Shana Abba Birushalayim, et nous on rajoute aujourd'hui Abenouya. Toute la soirée du Seder, c'est un énorme passage du passé au futur, de ce qui nous a manqué quand on n'avait plus le Beth Amikdash pour se préparer à reconstruire le Beth Amikdash. En fait, Pessah est un appel à perfectionner la Géoula, à prendre nos responsabilités dans la Géoula que nous vivons actuellement, à prendre toute l'expérience des 2000 années qui se sont écoulées et à notre niveau, chacun où il est, de faire avancer le mouvement, d'ajouter une pierre à l'édifice, de continuer à dévoiler la Géoula qui est en marche. Zel al Seder. Il n'y a pas autre chose. Et donc, eh bien, la seule question qu'il faut se poser, et c'est par là que je conclus, c'est lorsque nous allons reconstruire le Beth Amikdash, Bimera Be'amenu Amen, est-ce qu'on continuera la Haggadah? Est-ce qu'on continuera la Haggadah? She'ela Tova. She'ela Tova. Est-ce qu'on continuera à rappeler la sortie d'Égypte? She'ela Tova. Je pense que oui. Je pense qu'on continuera la Haggadah. Mais la sortie d'Égypte sera évoquée en un paragraphe. Ensuite, pendant une demi-heure, on parlera des problèmes entre Haredim et pas Haredim, à l'armée et pas à l'armée, qui auront été réglés depuis longtemps. Mais ça sera de ça qu'on parlera. Et on terminera par, pas la, on souhaite la reconstruction du Beth Amikdash, mais on terminera par, on souhaite Sheye Hashem Echad, ou Shemo Echad, Lechol Haolam Kulo. Eh oui, nous sommes tournés vers l'avenir. Nous sommes dans une époque compliquée, mais pas compliquée parce que tristesse, compliquée parce que nous sommes en train de construire la dernière étape de la Géoula. L'étape dans laquelle Dieu il a dit « J'arrête de faire le boulot, maintenant c'est à vous de jouer ». Tous les conflits de notre génération, que ce soit le Hamas ou que ce soit les Havdil, Elef Alfe Avdalot ben Kodesh lechol, ben Touma le Tahara, ben Ra le Tov, que ce soit également les conflits internes dans le peuple juif. Et la loi, et la Yoam Mashit, et la secrétaire de je sais pas quoi, de machin, de il faut enrôler tout le monde, et non, on va faire les manifestations, et on va partir en route l'arrêt, et machin, non, non, non. Toutes ces marlokot au sein du peuple juif ne sont qu'une promo, une bande-annonce d'un dénouement fantastique. Mais ce dénouement-là, il passe comme une clipa à Kodemet Lapri. Et je termine par ça. On a un minag qui est déjà marqué dans le Talmud. Que qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Qu'est-ce qu'on donne aux enfants pour les tenir éveillés pendant le soir du Seder? À l'époque, il leur donnait Klayot ve'egozim. On leur donnait des noix pour les tenir éveillés. Et j'ai pas compris. En quoi ça te tient éveillé? On m'a donné une noix, je l'ai mangée, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça me tient réveillé? C'est pour ça que je pense qu'on leur a donné la noix sans avoir enlevé la clipa, sans avoir enlevé la coquille. Et ils ont passé toute la soirée à essayer de la détruire, cette coquille.
Ça les a occupés toute la soirée. Et à la fin de la soirée, ils mangent le fruit. C'est ce que nos sages de la Kabbalah appellent Klipa Akodemet Lapri. Toutes les tensions, toute la force utilisée pour briser cette coquille, c'est au final, une fois que tu as brisé, que tu as entendu le cric. Ah, ça y est, maintenant c'est bon, maintenant on peut y aller. Nous sommes en train de briser la coquille du Mashiach pour qu'il puisse se dévoiler. Bimera Beyamenu. Amen. Chazak ou Balzac. Toda Rabba. Chazak Vous avez des Ubaruch. questions? C'est maintenant. Question. Ah bah, tout est clair. Eh ben, Très nous, bien. à la fin, Pardon? tous les enfants dormaient sous la table. Très bien. C'est T'as une très bon entendu? minag. Très bon minag.